c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi, amor de mis amores, reina mía que me... Bonjour et bienvenue à l'émission L'autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord à Coulommiers-Chamy et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée les mardis à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté, Béatrix. Bonjour Béatrix. Bonjour Eduardo. Et à la technique, Antoine. Nous avons la visite de... Diane. Encantado, señor. Bien. Au sommaire de cette semaine, nous allons vous parler de la Maison de l'Amérique latine à Paris, du Brésil, de Costa Rica, de Raoul Paz, peut-être vous allez le découvrir, et un écrivain que vous allez peut-être découvrir aussi, dont nous avons fait un extrait d'un long article paru dans le supplément du journal Le Monde. Voilà, donc c'est un article que je montre à Béatrix, là. Juan Gabriel Vázquez. Qu'on a essayé de faire donc un extrait. Je laisse la parole à Béatrix. Pour la création de l'Amérique latine. Voilà. La Maison de l'Amérique latine a été fondée dans le sillage de la Résistance en 1946, sous l'impulsion du général de Gaulle et à l'initiative du ministère des Affaires étrangères. Elle est née de la nécessité de faire se rencontrer, pour mieux se connaître, les latino-américains et les Français. La Maison de l'Amérique latine dispose de salles de conférence, d'un auditorium et des salons ouvrant sur un grand parc. Sa programmation concrétise en jetant les bases de la maison dont le but est de servir, renforcer et développer les relations et les échanges de toute nature entre la France et les 20 républiques d'Amérique latine. La Maison de l'Amérique latine est un lieu privilégié d'accueil et de réunion de la communauté diplomatique latino-américaine à Paris. D'ailleurs, chaque ambassadeur à tour de rôle occupe les fonctions de gouverneur de la maison durant un mois. La Maison de l'Amérique latine se veut un lieu de rencontre, d'échange et d'exposition où les expressions artistiques s'expriment. Les différentes activités programmées sont littéraires, philosophiques ou musicales. Des lectures de théâtre sont accueillies.
Vous êtes venu d'écouter l'émission L'autre Amérique sur le son des radios libres en Périgord. Et nous allons parler d'un film brésilien donc, qui a été projeté ici à Périgueux, qui a eu un prix important, n'est-ce pas Béatrix? Oui, il s'agit du film brésilien « Je suis toujours là ». Donc, et soudain, le carnaval s'est interrompu. Ce 2 mars, aux alentours de minuit à Rio, Salvador et Recife, des millions de fêtards ont cessé de chanter et de se trémousser pour entonner un cri de victoire. Le film, donc, de brésilien « Je suis toujours là » de Walter Selles vient de remporter l'Oscar du meilleur film étranger et le pays chavire. Clameurs, larmes, embrassades entre inconnus. Il n'en fallait pas moins pour célébrer la première statuette dorée de l'histoire du Brésil. Le message humaniste de Walter Salles, qui dénonce les exactions de la dictature militaire de 1964 à 1985, résonne bien au-delà de Rio et jusqu'aux États-Unis de Donald Trump. Le succès du film mérite d'être relativisé. Peu de Brésiliens ont vu le film en salle. 4 habitants sur 10 résident dans une ville ne disposant pas de salle de cinéma. Cruel rappel de criantes inégalités dans l'accès à la culture au Brésil. L'extrême droite, nostalgique de la dictature, voit d'un très mauvais œil le succès d'un film qu'elle a appelé à boycotter. 40 ans après la chute de la dictature, le débat mémorial demeure limité. À la différence du Chili ou de l'Argentine, le Brésil ne dispose d'aucun lieu d'ampleur gardant la mémoire des victimes de la dictature. Le Brésil n'échappe pas au phénomène mondial de sape de la démocratie sur fond de lassitude institutionnelle, de capitulation des progressistes et d'averse de fake news. Manhã tão bonita, manhã de dia feliz que chegou. O sol no céu surgiu, em cada cor brilhou, voltou sonhar então ao coração. Depois deste dia feliz, não sei se outro dia haverá. E nossa manhã tão bela, afinal, manhã de carnaval.
Voilà la musique de Brésil, n'est-ce pas, Béatrice? Oui, c'était Brésil, la musique du film Orfeo Negro. Orfeo Negro, le film. Alors, nous allons parler d'un problème de Bolsonaro au Brésil, l'ancien président d'extrême droite, Jair Bolsonaro. La manifestation des bolsonaristes à Rio ne fait pas le plein. L'affluence est restée bien en deçà du million de participants espérés par l'ancien président. Amnistie maintenant. Dimanche 16 mars, ce slogan était inscrit sur des milliers de t-shirts jaunes et verts des partisans de l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro de 2019-2020, regroupés sur l'avenue Atlantica le long de la plage de Copacabana dans la zone sud de Rio de Janeiro. Répondant à l'appel lancé par leur leader, ils s'étaient rassemblés pour faire pression sur la Chambre des députés afin de faire adopter une loi accordant l'amnistie aux personnes condamnées pour la participation aux émeutes du 8 janvier 2023. Pour les partisans de Jair Bolsonaro, ces condamnations relèvent d'une persécution politique. Les députés céderont-ils à la pression de la foule? L'adhésion de la mobilisation a été faible. Alors que Bolsonaro espérait rassembler 1 million de personnes sur la plage de Copacabana, son fief politique, seules 18 000 personnes y ont assisté, selon les estimations de l'Université de Sao Paulo. L'ancien président a été condamné à 8 ans d'inéligibilité pour avoir contesté la fiabilité du système d'urne électronique sans fournir de preuves et pour avoir planifié un coup d'État présumé contre Lula qui aurait abouti aux événements du 8 janvier 2023. Oui, et on peut ajouter que l'ex-président Jair Bolsonaro sera jugé pour tentative de coup d'État. La Cour suprême du Brésil a décidé mercredi 26 mars d'ouvrir un procès contre l'ex-président d'extrême droite pour projet présumé de coup d'État, une décision historique qui plombe ses aspirations de retour au pouvoir. La musique brésilienne, saudade, nostalgie. Et nous allons partir dans un pays de l'Amérique centrale, le Costa Rica, et des problèmes de bananiers. Les damnés des bananeraies.
Très exposés aux pesticides, les travailleurs du secteur développent de nombreuses lésions et maladies. Dans l'extrême sud de Costa Rica, à la frontière avec le Panama, Siksaloa est la deuxième bourgade costaricaine. Un paysage de bananeraies entrecoupé de camions, d'entrepôts, d'un aérodrome et d'enseignes agroalimentaires. Les entreprises Chiquita, Del Monte et Dole, 3 multinationales agro-industrielles qui concentrent 80% des exportations de bananes du pays, sont les principaux employeurs de la région. Le Costa Rica est le 4e exportateur mondial de ce fruit. De nombreuses études sont menées depuis 30 ans par les universités publiques du pays sur la question des pesticides. Seuls des chercheurs de l'IRET, Institut régional sur les toxiques, ont montré des dommages persistants sur le système nerveux central des travailleurs de la banane. Les enfants vivant à proximité des plantations ont présenté des affections de neurodéveloppement. L'Académie des sciences du Costa Rica a consacré un séminaire à la question des pesticides dans le pays. La problématique doit être traitée au niveau mondial et nous devons apprendre où vont les bénéfices de cette activité car ils ne vont ni aux travailleurs ni à la planète, indique la toxicologue Berna van Wendel, néerlandaise installée depuis 25 ans au Costa Rica. Oui, on peut ajouter que certains de mes compagnons sont devenus aveugles, témoignent un employé de la multinationale agroalimentaire Chiquita. Et aussi, on peut dire que 80% des pesticides utilisés au Costa Rica sont considérés comme hautement dangereux. Musique folklorique de Costa Rica. Mais nous allons découvrir ou redécouvrir un chanteur cubain. Oui, il s'agit de Raúl Paz, la musique à la racine. Et ce chanteur signe un album chaleureux. Avec une quinzaine d'albums, le chanteur jouit dans son pays d'une belle notoriété auprès de la jeunesse qui connaît et apprécie ses chansons dansantes, ses textes jouant à la manière cubaine sur l'art du double sens. Cette musique, elle inspire dans les mélodies, les harmonies,
dans la façon de raconter des histoires. Autant de musique et de styles auxquels Raoul Paz s'est intéressé seulement après son arrivée en France en 1994. Il a alors 25 ans et vient d'obtenir une bourse à la Schola Cantorum de Paris. Né en 1969, Raoul Paz a grandi à San Luis, à l'extrême ouest de Cuba, avant de partir à la Havane étudier la musique classique occidentale à l'Institut supérieur des arts. En arrivant en France, le musicien commence aussi à écrire des chansons. Il démarre sa carrière de chanteur, devient l'un des chefs de file de la scène latino-parisienne, alors florissante. Au bout d'une quinzaine d'années, loin de son pays, il décide, en 2009, de rentrer à Cuba, où il s'installe dans une ferme à 60 km de la Havane et cultive la terre. La musique reste le plus important, assure Raoul Paz, qui a créé un label sur lequel il veut produire de jeunes artistes, et il y a toujours une musique qui trotte dans sa tête lorsqu'il part récolter ses tomates. Oh, oui, parce qu'il est parti s'installer dans une ferme. Et c'est un album qui s'appelle Guajiro Chic. Et il va être en concert le 14 juin, si ça vous intéresse, 14 juin au festival à Saint-Gratien, Val d'Oise. Et le 21 à Villefontaine, dans l'Isère, et le 20 novembre à la Alhambra à Paris. Et nous avons gardé un ancien CD, justement, où Raoul Paz nous chante. Pidió solo un pedazo de sueño y le han regalado temblores de adentro. Por el camino canta un bolero y el que pensaba cantarle primero, entre paredes de un cuarto viejo, perdidos por allá por el centro, mordió su corazón y le dijo: la vida es un juego, es un sueño. Si la dejan bailar, tremendo lío, ¿para qué mirar? Si la dejan bailar, tremendo lío, ¿para qué mirar? Mulata, mulata, un beso de ella es como una nube que sube, que sube. Como ella hay poca gente que vive, que sueña y que ríe, pero hay que encontrarla. Le compró la luna y el miedo, perdidos por allá por el centro. Y con su risa gritó en silencio: la vida es un juego, es un juego. Si la dejan bailar, tremendo lío, ¿para qué mirar? Si la dejan bailar, tremendo lío, ¿para qué mirar? Raoul Paz, il a une belle voix, n'est-ce pas, Béatrix? Oui, puis on comprend très bien l'espagnol. Oui, et nous allons parler de la musique cubaine, latino-américaine. Nous allons passer à un écrivain colombien, Juan Gabriel Vázquez, oui, que nous avons connu, d'ailleurs, on l'a connu à Biarritz. Oui, Juan Gabriel Vázquez publie un recueil d'essais en défense du roman. L'occasion de revenir sur quelques motifs qui traversent son œuvre. Que le roman traverse un moment de crise est un constat largement partagé. Défiance à l'égard de la fiction, concurrence des autres formes de narration. Si les difficultés sont spécifiques à l'époque, Juan Gabriel Vázquez note dans la traduction du Monde que le genre connaît fréquemment semblable remise en question, quand il n'est pas annoncé comme mort. L'écrivain colombien consacre dans ce recueil de 4 essais à explorer l'histoire, les usages et les potentialités du roman, et à le défendre comme l'ont fait avant lui d'illustres prédécesseurs. Traduit dans une 30aine de langues,
Juan Gabriel Vázquez, né en 1973 à Bogota, est un des grands écrivains de notre époque. Dans la traduction du Monde, Juan Gabriel Vázquez adosse sa réflexion à un corpus d'auteurs qui vont de Cervantes à Flaubert, de Virginia Woolf à Garcia Marquez, en passant par Mylène Kundera, Hannah Arendt, Joseph Conrad. L'aisance avec laquelle Juan Gabriel Vázquez circule entre les siècles, les continents et les langues donne l'impression d'avoir affaire avec celui qui a traduit vers l'espagnol Victor Hugo et Edward Morgan Forster, romancier anglais de 1879 à 1910, à l'un des derniers héros littéraires du cosmopolitisme, cette façon de revendiquer comme sienne une culture universelle. Oui, il y a chez Juan Gabriel Vázquez le désir de tempérer par la littérature les ambitions hégémoniques de l'histoire sur le passé, un désir qui passe par la mise en lumière de la tension entre les grandes figures publiques et les petites figures de nos histoires privées, et les grands récits nationaux balayés. Il faut les préserver de l'oubli, et c'est la tâche du roman. Voilà donc ce qu'il nous dit aussi de ce long article paru dans le supplément du journal Le Monde, supplément littéraire sur Juan Gabriel Vázquez. Te recuerdo, terruño del alma, mi patria querida, donde yo nací. Te canto, hoy que estoy tan lejos, añorando siempre tu música alegre, tu sol tropical. Colombia, mi país de ensueño, mi pequeño mundo, mi diosa sin par. Colombia, quiero yo mirarte, quiero yo abrazarte. Vous êtes notre émission L'Autre Amérique touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir ou redécouvrir des aspects de ces continents. Merci à Béatrix qui nous a livré des infos et à la technique Antoine avec la visite de Yannick. Yann. Hasta pronto. Terruño del alma, mi patria querida, donde yo nací. Te canto, hoy que estoy tan lejos, añorando siempre tu música alegre, tu sol tropical. Colombia, mi país de ensueño, mi pequeño mundo, mi diosa sin par. Colombia, quiero yo mirarte, quiero yo abrazarte, no quiero morirme sin volver a ti.